À toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire hebdomadaire de jeudi soir à 18 heures. Aujourd'hui, le 9 novembre, notre webinaire revue technique des marchés avec le fameux Laurent Albi, le président de l'AFAT, l'Association française d'analyse technique et BNP Paribas. Aujourd'hui, là pour vous, pour faire des analyses des marchés qui ont a priori bougé beaucoup, que vient de me dire encore mes teneurs de marché tout à l'heure. Donc les marchés en baisse. Qu'est-ce qu'il va nous dire Laurent aujourd'hui? On est tous impatients d'entendre l'analyse de Laurent. Il y a plein de questions qui s'étaient posées pendant la semaine et de plus en plus, et je suis très content, tout le monde les envoie aussi à varan.info@bnpparibas.com et pas que à moi, parce que moi aussi je passe des vacances de temps en temps et dans ce cas-là, j'aurais peur que vos questions n'arriveront pas à l'heure pour le webinaire fait par Mathieu et Laurent dans ce cas-là. Donc, j'arrête de parler et je donne l'écran et aussi le mot à Laurent. Merci Falco. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois à ce webinaire donc, qui est organisé conjointement par BNP Paribas et la FAT. Et merci pour toutes vos questions. J'ai envie de commencer par là parce qu'il y a eu beaucoup de questions cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux et de plus en plus curieux. Et ça nous fait bien évidemment plaisir. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de questions cette semaine, Falco. Alors, pour commencer, déjà, on vous présente nos excuses parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à tout. C'est un webinaire qui dure juste 1 heure. Donc, j'ai fait une petite sélection des questions. Il y a des titres qui sont souvent revenus, donc cela, bien évidemment, on va en parler. Et puis, j'ai trié donc les questions en fonction des charts et des graphiques donc qui me paraissaient les plus intéressants ou les plus compliqués à comprendre. Donc cette semaine, vous avez en principe mon écran sous les yeux. On va parler du CAC 40. Ça a été une journée un petit peu différente des autres, avec un petit peu de volatilité qui est revenue sur le marché. Un indice parisien qui, a priori, est en train de commencer une correction, à moins qu'il ait déjà terminé. On va voir ensemble. Des questions sur les actions. Alors vous le voyez, beaucoup de secteurs qui vous intéressent. La santé avec Sanofi, secteur industriel avec Bureau Veritas et Airbus. Les services financiers avec un titre qui reste toujours fort, c'est Amundi. Les utilities, elles aussi, qui sont fortes avec Engie. Technologie, secteur fort, mais titre faible, Ingenico. Secteur média qui est faible avec un titre qui est lui, pour le coup, difficile à comprendre dans son évolution, dans sa trajectoire, c'est TF1, et puis le secteur bancaire avec Société Générale. Donc vous le voyez, un sommaire qui est fourni cette semaine, et puis si on a le temps, je vous parlerai d'une nouvelle rubrique, c'est le livre de la semaine, puisqu'en fait j'ai décidé chaque semaine de vous présenter un livre d'analyse technique que je vous recommande de lire si l'analyse technique vous intéresse. Et donc, s'il nous reste quelques minutes en fin de webinaire, on regardera ensemble le livre de John Murphy, qui est considéré comme un petit peu le premier ouvrage à consulter quand on s'intéresse à cette discipline. Et puis, je vous en présenterai un différent chaque semaine. Voilà Falco, voilà chers auditeurs. Donc, on peut maintenant directement passer au marché. Et on va donc commencer avec le CAC 40. Bon, donc vous le voyez, on a aujourd'hui, je vais zoomer un petit peu, inscrit une bougie dont la physionomie est très différente de tout ce qu'on a vu depuis le début du rallye entamé en septembre, avec une stagnation des cours sous un niveau de résistance que nous avions identifié à 5525 points. On voit que on a eu environ une semaine et demie d'échanges qui se sont déroulés juste sous ce niveau, sans pour autant qu'il y ait une pression vendeuse significative qui soit déclenchée. Et puis, on a eu une première bougie avant-hier qui est venue englober le corps de
toutes les toupies précédentes. Néanmoins, cette bougie avait clôturé au-dessus du troisième gap de cette hausse et par conséquent, ça n'avait pas été interprété, en tout cas par moi, comme un signal de retournement significatif. Il fallait pour cela qu'on comble ce petit gap que vous voyez ici dans la journée du 27 octobre, suite à la journée donc d'intervention de la BCE. Et c'est ce qui a été fait hier en séance et puis aujourd'hui de manière tout à fait significative. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est maintenant en correction sur l'indice. La structure, depuis la fin du mois d'août, elle est haussière. Là, il ne faut pas se tromper, on est toujours dans une dynamique d'appréciation des cours. Et cette structure qui est haussière serait endommagée, détériorée d'un point de vue technique si on enfonçait la zone de consolidation précédente qui a duré pendant plus de 15 jours à 5343 points. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, on garde, ou plutôt le CAC 40 conserve une physionomie positive. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a des chances que nous assistions à un retour des acheteurs sur cette zone à 5343 points. Alors, ce rebond que j'anticipe sur ce niveau, va-t-il être le point à partir duquel la tendance haussière actuellement en cours va recommencer à se déployer avec par conséquent le dernier sommet en ligne de mire, c'est-à-dire à 5525 voire plus haut, ou au contraire, est-ce que ça va simplement être une temporisation de cette première impulsion baissière, un petit rebond technique qui pourrait aller chercher les 5400 points avant d'avoir de nouveau une patte baissière qui irait là pour le coup chercher le deuxième gap vers 5255. Pour le moment, c'est un petit peu tôt pour se prononcer de manière catégorique sur ce qui va se passer parce que, je vous le disais tout à l'heure, on est revenu très vite sur une zone à 5400 points, vous le voyez ici, qui pourrait tout à fait susciter des intérêts acheteurs. Moi, je trouve que c'est un petit peu tôt pour repasser acheteur tout de suite. Je serais plus confortable de le faire dans la zone des 5343 points, d'autant plus que cette zone correspond à 38% de retracement de toute la hausse commencée donc le 29 août. 38% de retracement dans un rallye, c'est tout à fait légitime et j'ai envie de dire sain. Donc, je ne me précipiterai pas pour repasser acheteur. J'essaierai de voir un petit peu si on ne peut pas gratter un petit peu et retourner sur des niveaux un petit peu plus bas pour donc payer le CAC avec, vous le voyez, cette moyenne mobile à 40 périodes qui pourrait servir de support dynamique et soutenir donc cette zone de soutien sur ce niveau de prix. Par ailleurs, quand on regarde les indicateurs techniques, on a un ADX donc, qui est monté haut et qui, vous le voyez ici, a un DI- qui est en train, qui a plutôt déjà croisé aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on a maintenant un accroissement de la volatilité à la baisse qui fait que ce DI- est en train de monter. Et bien évidemment, puisqu'on était dans une tendance haussière et que l'ADX était haut et qu'on est maintenant en correction, eh bien on a cet ADX qui baisse. Il était à 48 et vous le voyez qu'il est maintenant en phase de repli. Donc, en synthèse et pour conclure sur le CAC 40, 1. La structure haussière est toujours intacte. 2. Nous sommes en présence d'une consolidation. 3. Cette consolidation, cette correction pourrait s'étendre jusqu'à 5343 points. En tout cas, moi, c'est le niveau que je vais attendre. Quand on arrivera sur cette zone de support, je vais regarder un petit peu quelle est la réaction des opérateurs et on pourra éventuellement tenter un achat sur cette zone de support. Pourquoi on peut tenter un achat? Parce qu'on est très près du stop. Donc, si on a tort, eh bien, on le saura rapidement et on ne devrait pas perdre beaucoup d'argent. Donc, payer cette zone avec un rebond technique qui devrait en principe aller au moins à 5400 points. Deuxième objectif vers 5440. Et puis si on dépasse, alors on devrait retourner dans la zone des 5500 points. Voilà Falco et chers auditeurs ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. Donc s'il n'y a pas de questions, on va enclencher directement sur le Bund. Parce que c'était une question de Alain.
Alors, Alain est intéressé par une analyse du Bund à moyen et court terme. C'est une interrogation qui est légitime puisque on lit partout que nous sommes maintenant dans un cycle de rachat d'actifs des banques centrales qui est en train de se terminer, même si on n'est pas exactement au même niveau en Europe et aux États-Unis. Mais en tout cas, on peut s'interroger donc sur la progression des taux d'intérêt avec ces banques centrales qui vont être moins gourmandes. Et pourtant, sur le Bund, j'ai envie de dire que ça ne se voit pas du tout, en tout cas à moyen terme, parce que quand on met un chart, regardez, sur 5 ans, alors attendez, il faut juste que je retrouve mon Bund, vous voyez qu'on est toujours sur des niveaux extrêmement élevés. Je vais même vous mettre un petit peu plus d'historique pour vous donner plus de perspective. Un rallye sur le Bund qui date depuis plusieurs années, depuis en tout cas vous avez à l'écran 10 ans. Il a commencé bien avant. Ce qui est intéressant, c'est que on avait eu une période de consolidation en 2012 et 2013 sur le Bund et qu'on a de nouveau une figure qui nous montre que on a un équilibre entre acheteurs et vendeurs, mais qu'en aucun cas nous avons pour le moment des vendeurs qui ont pris la main sur ce marché, puisque vous le voyez, on est en train de tester la résistance et non pas le support. Donc on est en présence d'un Bund qui pourrait tout à fait dépasser ce niveau à 163,34 et continuer donc sa progression, même si ça paraît un petit peu étrange quand on associe ce que je suis en train de vous dire avec ce qu'on lit dans les médias et ce que j'étais en train d'évoquer juste avant sur la remontée des taux. En tout cas, ce qu'on peut dire également, c'est que à court terme, vous le voyez depuis juillet, on est dans un mouvement qui est ascendant et que ce mouvement ne serait invalidé que si on rompait ce niveau de support à 160 points. Alors, je vais passer maintenant à court terme. Donc, vous retrouvez ce grand trading range sur le Bund avec donc hier un doji qui est venu donc valider cette résistance à 163,40. Ce doji a laissé la place aujourd'hui à une longue bougie noire. Autrement dit, vous savez que quand le prix baisse, les taux montent. On a donc eu un rendement qui a été en hausse aujourd'hui sur le Bund. Cela dit, le tout premier niveau de support que j'ai identifié à 162,56 eh bien n'a pas été enfoncé en clôture. Par ailleurs, depuis cette hausse du 25 octobre, vous avez vu cette petite moyenne mobile que j'affectionne. C'est une moyenne mobile à 10 périodes et on a un prix qui est toujours au-dessus, qui est en train vraiment, c'est à l'épaisseur du trait, qui est en train de tester cette moyenne mobile. Donc vous le voyez, pour le moment, on a une dynamique sur le Bund qui a été un petit peu contrariée avec la validation de cette résistance et cette formation en étoile du soir avec, vous le voyez, cette première bougie blanche, ce doji et puis cette longue bougie noire. Donc on peut tout à fait anticiper le retour du prix vers la borne basse du range, c'est-à-dire à 161 points. Cela dit, tant qu'on est même au-dessus, allez, je vais être un petit peu plus exigeant, tant qu'on est au-dessus de 162,24, j'ai une lecture sur le Bund à très court terme qui reste haussière et au-dessus de ce niveau, j'anticipe un franchissement de la résistance. Donc, pour reprendre et conclure sur le Bund, nous avons vu à long terme que nous sommes dans un marché haussier, à moyen terme que nous sommes dans une tendance plate, à court terme que nous sommes dans une tendance qui est haussière, avec là, pour le coup, sur les 3 derniers jours, un rejet du marché sur ce niveau de résistance à 163,40. Le premier niveau à examiner maintenant, c'est 162,24. Tant qu'on est au-dessus, on a une dynamique de très court terme déclenchée le 25 octobre qui reste intacte et qui devrait, a priori, permettre le franchissement de la résistance. Si 162,24 en revanche devait être rompu,
alors on retournera vers la borne basse de ce range de court terme à 160-76. Et si pour le coup ce niveau ne devait pas tenir et que nous avions de la pression baissière qui était enregistrée sur le marché, alors on pourrait descendre beaucoup plus bas ou vers cette zone à 157,50, 158. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le Bund. Donc pour le moment, pas de déclenchement de signal significatif. On reste sur un statu quo avec a priori un prolongement de la tendance haussière de très court terme et de la tendance haussière de long terme. Y a-t-il des Merci questions? Laurent. Non, il n'y a pas de question, mais je me souviens de Étienne, la semaine dernière en fait, qui avait une question, qui nous Oui. avait fait un email aujourd'hui, Étienne. Merci pour cet email. Alors effectivement, Étienne s'est souvenu que nous avions promis la semaine dernière de parler de Bureau Veritas. Alors on va commencer avec ça, puisque tu en parles, Falco. Je vais aller sur Bureau Veritas. Voilà Étienne. Donc si j'ai bien compris votre email, Étienne, vous êtes investi sur cette action. C'est un bon choix, parce que regardez, quand on met le chart de moyen terme, voire même de long terme sur 10 ans, eh bien, on voit que nous avons réussi à franchir un niveau de résistance important et que même si je me mets sur 30 ans, sauf erreur de ma part, on est en train de faire donc des sommets historiques. Alors, il y a eu un petit repli depuis ce sommet historique à 23,20, mais on est en présence d'un titre qui est extrêmement fort, Bureau Veritas. Alors, c'est un titre qui est fort et c'est un titre qui fait partie d'un secteur qui lui aussi est fort, c'est le secteur industriel qui depuis le début de l'année est en surperformance par rapport au reste du marché. Donc, c'est un bon choix d'avoir alloué une partie de votre portefeuille sur cette action. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur Bureau Veritas? À très court terme, j'ai un avis neutre sur le titre parce que on a eu, je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de bien voir, on a fait une tendance haussière depuis le mois d'août, on a consolidé au mois d'octobre, on a fait de nouveau une très belle progression en 3 jours, le 26, le 27 et le 30 octobre, et puis derrière, plus rien. Ça veut dire que cette bougie ici, qui sort de ce trading range de très court terme, peut être interprétée comme un excès haussier, c'est-à-dire qu'on a eu une accélération vers le haut et des acheteurs qui n'ont pas été en mesure de conserver les prix sur ces niveaux puisque l'offre qui s'est présentée était beaucoup trop importante et qu'elle n'a pas pu être absorbée de manière suffisamment importante pour empêcher les cours de retourner sous ce niveau de support à 22,74. Donc vous le voyez, on a inscrit un nouveau sommet historique à 23,20. Donc c'est bien. Cela dit, on est de retour maintenant sur une zone de support préalable à 22,15 €. Donc on est en présence d'une structure qui ne présente pas de risque baissier, en tout cas pour le moment important, mais on voit bien qu'à très court terme, les acheteurs n'ont pas été en mesure d'absorber tout ce que les vendeurs leur ont proposé et qu'il a fallu donc retourner sur cette zone de support à 22,15 € pour trouver un premier soutien du marché. On est donc dans un marché qui est haussier et qui est un petit peu à l'image du CAC 40 et d'ailleurs de beaucoup d'actions en ce moment, en phase de correction. Alors quand on regarde les moyennes mobiles, eh bien, on voit bien que cette moyenne à 10 périodes, elle est chahutée. Regardez, quand le mouvement était impulsif, on avait des prix qui étaient toujours situés au-dessus. C'est pour ça que cette moyenne mobile exponentielle à 10 périodes est intéressante. C'est simplement parce qu'elle témoigne d'un courant extrêmement fort. Et tant que vous êtes en présence d'un marché dont les cours de clôture sont au-dessus de cette moyenne mobile à 10 périodes, eh bien, il n'y a pas de question à se poser. Il faut garder, il faut rester dans ce mouvement. Je n'ai pas envie de parler de tendance sur une moyenne mobile à 10 périodes, mais il faut rester dans ce mouvement qui est donc de nature impulsive. Le premier signal d'alarme, c'est quand on a des prix qui traversent, qui perforent cette moyenne mobile. On voit bien que sur 2 semaines, on a un momentum, c'est-à-dire une vitesse qui est en train de décroître. Et puis, on est repassé au-dessus, et puis là, on est largement passé au-dessous, à tel point que nous sommes maintenant en test de la moyenne mobile à
40 périodes. Alors 40 périodes, ça représente grosso modo 2 mois d'échange et c'est donc une moyenne de plus long terme qui, elle aussi, dans les mouvements intermédiaires, arbitre bien les creux et les sommets. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement s'est interrompu, le mouvement de court terme s'est interrompu sur Bureau Veritas, mais que par ailleurs, on est malgré tout dans un marché qui consolide, mais qui n'a pas encore enfoncé, la zone de support, 2, la moyenne mobile à 40 périodes, donc on est sur une consolidation qui pour le moment ne présente pas de risque baissier très important, d'autant plus, vous le voyez, que la bougie basse est importante, que l'ombre, vous voyez ici, de cette bougie est importante et qu'elle marque elle aussi un rejet du marché à 22,15 €. Alors du point de vue des indicateurs techniques, on a un RSI qui donne des signes de fatigue parce que sans forcément parler de divergence, on voit malgré tout que ce RSI est à contretemps du prix puisque le prix, lui, regardez, je vais me mettre en ligne de clôture, regardez le prix, il est capable de faire à chaque fois de nouveau plus haut. Et pourtant, le RSI, lui, n'en est pas capable. À chaque fois que le prix fait un nouveau plus haut, le RSI fait un sommet moins haut. Donc, c'est un signe de fatigue, d'autant plus maintenant que, vous le savez, les bornes d'un RSI d'un marché haussier se situent entre 40 et 80 et qu'on est maintenant justement sur cette zone à 40 points. Autrement dit, il faudrait qu'il y ait une réaction immédiate et là pour le coup, il faut que ça réagisse très vite parce que sur le prix, on est sur une zone de support et sur le RSI, on est également sur une zone qui doit être défendue dans un marché haussier pour pouvoir générer un rebond significatif. Donc, il faut que ça réagisse dans les 48 prochaines heures, c'est-à-dire vendredi ou lundi, sur Bureau Veritas à l'achat pour conserver une dynamique de très court terme qui soit haussière. Du point de vue de l'ADX, eh bien, logiquement, nous avons un ADX qui décline depuis que le marché consolide, c'est tout à fait normal. Le point un petit peu négatif de cet ADX, pour moi, premièrement, c'est qu'il a croisé c'est que le DI- a croisé le DI+. Par conséquent, c'est un signe qu'il y a du pessimisme qui est en train de rentrer sur Bureau Veritas. Pessimisme, il faut encore de très court terme. Par ailleurs, on a un DI- qui est passé au-dessus de l'ADX et c'est comme ça que les choses commencent, que les choses désagréables, j'ai envie de dire, commencent. Donc attention, on est vraiment sur la ligne de partage des eaux de très court terme sur le titre. 22,15 doit être défendu par les acheteurs pour que cette dynamique depuis déclenchée à la fin du mois d'août soit préservée. Si on enfonce 22,15, le risque baissier de très court terme, c'est de retourner sur 21,12. À moyen terme, l'invalidation se situe beaucoup plus bas, à 19 €. Donc vous le voyez, nous avons des niveaux d'invalidation de tendance de court et de moyen terme qui ne sont pas identiques, c'est tout à fait normal. Pour ceux qui sont rentrés récemment, eh bien c'est 21 qu'il faudra regarder. Pour ceux qui sont comme Étienne sur une gestion de portefeuille de plus long terme, alors le titre pourrait refluer jusqu'à 19 € sans que ça remette en cause la très belle dynamique enclenchée ces derniers mois. Voilà, j'ai terminé sur Bureau Veritas. Falco, y a-t-il des questions? Il y a des questions, mais c'est pas pour Bureau Veritas, c'est plutôt Technicolor ou le marché général si Trump fait une taxe sur les produits européens. Mais bon, à mon avis, je propose qu'on continue avec les questions qui étaient posées avant le webinaire pour avoir une sorte de justesse. C'est difficile, hein, mais voilà, je ne sais pas quoi faire Absolument. différemment. Non, 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 mais c'est le bon réflexe. Comme disent les Américains, first come, first serve. Donc, c'est ceux qui ont posé leurs questions par email qui vont être satisfaits les premiers. Puis, je vais essayer d'aller vite pour que ceux qui posent des questions dans le chat, eh bien, soient satisfaits. Alors, Airbus, c'est une question Airbus de François et de Yvonique qui sont tous les deux intéressés par le titre à court et moyen terme. Alors, on y va. On va regarder dans un premier temps Airbus à moyen terme. C'est joli, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On regrette de ne pas en avoir acheté plus. Ça s'est changé en 2009 à 10 et ça s'échange aujourd'hui à 85. Donc, on est en présence d'un rallye qui dure depuis 8 ans, rallye haussier, très très beau, avec pour le coup, depuis septembre 2016, une très nette accélération haussière, puisqu'on a fait
presque 40%, voire un petit peu plus. On est passé de 50 à 90 et on est logiquement dans une phase maintenant de correction. Donc premier élément sur Airbus, à moyen terme, très belle tendance haussière, il n'y a rien à dire. Alors, à court terme, on est sur un titre qui est en train de consolider. Pourquoi on peut dire ça? Premièrement, parce que regardez, là encore, on a un prix qui a enfoncé la première moyenne mobile. Autrement dit, on va regarder la deuxième, celle à 40 périodes. Elle est à un petit peu au-dessus de 80 euros. Donc, c'est une zone qui pourrait être un support, d'autant plus que cette zone à 80 euros, c'est un 38% de retracement de toute l'impulsion précédente et que c'est une petite zone qui a été également support ici. J'espère que vous voyez bien. Il y a eu effectivement pendant 4 jours, le 18 octobre, le 19, le 20 et le 23, des échanges qui se sont stabilisés autour de 80 euros et par conséquent, le titre qui est maintenant en phase de correction avec, vous le voyez, 2 bougies noires assez importantes hier et aujourd'hui, eh bien, on pourrait assister à un repli des cours. Oui, Falco, une seconde. On pourrait assister juste à un repli des cours sur cette zone à 80 euros. Oui. Il y a Hubert qui pose une question. Il y a un gap vers 78,52. Est-il possible qu'il se fasse reboucher? Ah mais tout est toujours possible, Hubert. Il n'y a absolument aucune loi qui nous dit que ce gap ne va pas être comblé. Ce qui est important de comprendre, c'est s'il est comblé, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, s'il est comblé, ça veut dire que cette dynamique qui a été mise en place depuis le 29 août va prendre un petit peu de plomb dans l'aile parce qu'on a fait une première impulsion haussière, vous le voyez pendant le mois de septembre, on assiste à un repli, avec d'ailleurs un petit gap baissier ici, un repli qui ne s'est pas arrêté n'importe où, un repli qui s'est arrêté sur une zone de polarité, c'est-à-dire une zone de résistance qui est devenue potentiellement support, et le marché a validé cette zone de résistance comme effectivement un support avéré. Et c'est pour ça qu'on a eu ce petit marteau sur 76 euros qui venait donc valider cette zone et que derrière cette validation, on a eu un gap haussier. Donc, tant que le gap reste ouvert, eh bien, on a une dynamique, c'est-à-dire pour le coup celle-ci, celle qui a été enclenchée le 16 octobre, qui reste tout à fait intacte. Si en revanche, on devait enfoncer et clôturer sous le gap et aller vers 76, alors ça voudrait dire que toute cette dynamique ici que je suis en train d'entourer avec mon curseur, eh bien toute cette dynamique serait invalidée. On retournerait à la case départ. Et là, pour le coup, c'est sûr qu'il peut y avoir encore des acheteurs qui viennent défendre les cours sur ce niveau, mais ça donnerait moins envie de payer Airbus parce qu'il y aurait eu une détérioration technique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est en présence d'un titre qui est aussi fort, on s'attend à ce que les acheteurs défendent becs et ongles leur position sur 80 euros. Si ils ne sont pas en mesure de le faire, ça veut dire qu'il y a trop de titres qui sont proposés sur le marché et que l'appétit des acheteurs n'est pas suffisamment important pour pouvoir absorber toute cette offre. Si l'appétit des acheteurs n'est pas suffisamment important, ça veut dire qu'on a peut-être un consensus qui est en train d'évoluer, un consensus qui évolue d'un statut d'appétence pour Airbus à une posture de prise de profit sur le titre et par conséquent, on pourrait par exemple, regardez, je vais remettre un petit peu plus d'historique, on pourrait tout à fait avoir par exemple ici une tête-épaule qui se mettrait en place, vous voyez, et on retournerait pour le coup sur 68,40. Donc ça veut dire que pour le moment, rien de tout ça n'est arrivé, mais que pour que nous puissions garder une lecture haussière sans avoir aucune hésitation, eh bien, il faut clôturer lors du repli qui a lieu actuellement au-dessus de 80 euros. Du point de vue, et ça sera le mot de la fin, du point de vue des indicateurs techniques,
On a un RSI là aussi qui donne des petits signes de fatigue puisqu'on avait fait un plus haut à 88 et qu'on a fait un deuxième plus haut moins haut à 80 et que vous le voyez du point de vue de l'ADX, là aussi on fait une divergence baissière puisque l'ADX est monté très haut dans cette accélération et que sur le second sommet il est monté moins haut et qu'on a maintenant un DI+ qui est en train de converger vers un DI-. Tout ça nous dit que la consolidation est loin d'être terminée sur les niveaux actuels et qu'il me paraît extrêmement vraisemblable d'assister à un retour du cours vers 79,95, autrement dit 80 €. Là, sur ce 38%, il devrait y avoir une réaction haussière. En tout cas, c'est un niveau qui va être évidemment interprété par les traders comme un niveau qu'il faut payer. Si le rebond qui se met en place sur 80 prend l'eau et que derrière ça ne monte pas trop et qu'on voit que ça recommence à baisser, alors ça veut dire qu'on va vraisemblablement assister à une correction beaucoup plus importante. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Airbus Falco pour répondre donc aux questions de François et Yvonique. En synthèse, pour le moment tout va bien, correction en cours, niveau à surveiller, court terme 80 €. Parfait, merci Laurent. On va On va continuer regarder. avec quoi? On va continuer avec Amundi. C'est Alors, une question de Myriam. Myriam qui fait partie de nos fidèles. Toutes les semaines, elle nous pose des questions. Merci Myriam. Alors effectivement, Amundi, c'est une valeur du secteur des services financiers, pardon. Secteur qui est fort, qui surperforme. Et dans ce secteur fort, eh bien, Amundi est également une valeur extrêmement forte. Donc on est vraiment ici en présence de la crème de la crème. C'est un champion, Amundi. Et comme tout champion, il a droit lui aussi de temps en temps à du repos. Et c'est ce qui est en train de se passer avec ce repli actuel à partir de cette zone de résistance à 74,50. C'est plus qu'un simple sommet. C'est une zone de résistance parce que, regardez, on a stationné pendant 4 jours, même 5, vous regardez, entre le 2 novembre et le 7 novembre, pendant toute une semaine, on est resté sous 74,50 sans réussir à dépasser ce niveau. Autrement dit, c'est plus qu'un sommet, c'est un premier niveau de résistance de court terme et finalement, ce niveau a déclenché des ordres de vente puisque là aussi, on est en phase corrective. Cette phase corrective s'observe avec cette moyenne mobile à 10 périodes qui a été enfoncée. C'est la première bougie dont l'intégralité du corps est sous la moyenne mobile. Déjà, on avait vu que dans cette consolidation, les cours passaient au-dessus et au-dessous, puis nouvelle accélération, on passe au-dessus, et là on passe au-dessous, donc la correction est avérée. Premier niveau à surveiller, le premier niveau qui invalide la dynamique de court terme sur Amundi, c'est le 50% de retracement de la dernière impulsion haussière, qui est également un niveau de polarité résistance support confirmé à 68,80 €. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau à très court terme, il n'y a pas de souci à se faire dans la mesure où c'est ce niveau qui est en fait la ligne de partage des eaux entre une correction dans une tendance haussière et une correction qui reviendrait tester les supports importants qui sont à 63,40. Donc tant qu'on est au-dessus de 68,80 €, eh bien, vous le savez, les tendances sont faites d'impulsions et de corrections. Les tendances haussières ont bien évidemment des impulsions qui sont plus importantes que les corrections. Eh bien là, c'est une petite correction qui va sans doute retourner vers 68,80. Ce niveau est très important. Donc, a priori, on devrait avoir des investisseurs qui vont profiter de ce repli pour consolider, renforcer ou tout simplement passer à acheteur, si ce n'est pas déjà fait, sur le titre. Alors, du point de vue du RSI, on a regardé des bornes hautes qui sont situées entre 80 et 48. C'est donc des bornes de RSI de marché haussier. Et puis, sur l'ADX, le mouvement directionnel, on a une toute petite divergence, vous le voyez, avec ce sommet qui est plus bas que le dernier. Et pourtant, sur l'ADX, on voit le dernier sommet qui est plus bas que le précédent. Donc ici, on a encore 2 sommets ascendants et on ne les retrouve pas sur l'ADX. C'est un premier signal de fatigue possible.
d'autant plus que nous avons là un DI- qui vient de croiser son DI+. Autrement dit, on a une pression vendeuse qui est en train de rentrer sur le marché. Alors, cette pression vendeuse, pour le moment, n'est pas inquiétante. Le risque baissier est très mince. En revanche, si on devait enfoncer ce niveau à 68,80, alors il y a un risque plus important, lequel, eh bien, voir les cours revenir sur 63,40. 63,40, c'est le niveau que j'ai choisi comme niveau d'invalidation de la tendance de moyen terme. Je vais vous la montrer, cette tendance de moyen terme, et je vais vous montrer ce 63,40. Où est-ce qu'il est? Vous voyez, c'est le dernier creux ici qui précède le dernier sommet. Donc, dans la tendance haussière, tant qu'on est à moyen terme au-dessus de 63,40, eh bien, on est sur une structure qui est intacte. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Amundi en résumé. C'est un petit peu comme les autres valeurs que nous avons vues jusqu'à maintenant, des structures qui sont belles, qui sont haussières, qui ont l'air solides et qui pour le moment donnent des indications de consolidation. Ces consolidations pour le moment ne sont pas encore inquiétantes puisqu'on est toujours au-dessus des premiers niveaux de support. Oui, est-ce que les autres seront aussi si belles en fait ou pas? Pas toutes, Pas toutes. pas Faut toutes. continuer avec les filles alors. Alors attends, on va continuer avec Agenico, Ah, puisque c'est une question de Étienne et de François. donc c'est Alors encore regardez, Étienne en fait de Bureau Veritas. c'est le même Étienne Le de même Bureau Étienne. Veritas, le même Étienne, et d'ailleurs, Ah, oui. Étienne nous a posé une troisième question sur Score, l'assureur, mais je ne pourrai pas y répondre cette semaine, Étienne, parce qu'il y a d'autres valeurs, mais peut-être la semaine prochaine. Alors, Falco, tu demandais si toutes les autres valeurs avaient des structures aussi jolies. Eh bien, Ouais. regarde, Ingenico, c'est pas aussi beau, puisque tu vois, c'est une tendance qui est plate. Donc, Hmm. on n'est pas dans une phase d'appréciation des cours comme on l'a vu sur les titres précédents. D'autant plus que je perçois sur Ingenico de la faiblesse. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes en présence donc d'un trading range qui jusqu'à présent a toujours eu des prix qui, évoluant à l'intérieur, ont été en mesure de retourner sur le niveau de résistance à 88,30. Et puis regardez ce qui s'est passé dernièrement. On est monté jusqu'à 85 et là, tout de suite, on s'est remis à baisser. Et regardez le corps des bougies depuis cette baisse. Eh bien, chaque bougie a un corps plus important que la bougie de la veille. C'est-à-dire qu'on est en pleine accélération baissière sur Ingenico. Donc, premièrement, on n'a pas été en mesure de retourner sur le haut du range. Deuxièmement, on a des bougies qui accélèrent à la baisse. Alors, il y a également quelque chose qui ne me plaît pas trop sur Ingenico, c'est que regardez, quand nous sommes allés tester la résistance le 31 juillet, eh bien, nous sommes revenus sur le support à 78,53. Ici, les opérateurs se sont regroupés pour soutenir les cours et on a eu un rebond assez faible, mais qui a été malgré tout validé, qui a validé le précédent support, pardon, avec un retour, un énième retour sur 78,53. Vous voyez, premier rebond, et puis on est retourné sur le support. Et puis derrière, on est monté. Et là, où c'est pas très joli, c'est que dans cette phase d'appréciation des cours, on pouvait s'attendre, après cette structure de consolidation, cette base haussière sur cette borne basse de trading range, à ce que les cours aillent directement sur le haut du range. Eh bien, pas du tout. En 3 jours, on est revenu tout de suite tester le bas du range. Donc ça, pour moi, c'était déjà un signe de préalerte sur une absence manifeste d'appétit des investisseurs pour le titre. Malgré tout, c'était difficile à conclure de manière catégorique sur Ingenico parce qu'il y a eu un très beau marteau qui a été inscrit par le marché dans la séance du 26 octobre et derrière une très belle bougie blanche qui a refait tout le retard. Donc on pouvait se dire à ce moment-là, bon, eh ben, il y a eu une espèce de problème d'allumage pendant les mois de septembre et octobre, mais là c'est bon, on est reparti. On a dépassé le précédent sommet et on s'est arrêté 2 bougies au-dessus pour repartir à la baisse. Donc moi, je perçois sur Ingenico
une pression vendeuse évidente qui empêche les cours de s'apprécier. Et maintenant qu'on revient sur cette zone de support, je ne serais pas étonné de voir la rupture confirmée de 78,53 et de voir les cours se précipiter vers le niveau suivant à 68,90. Alors, on est toujours au-dessus du support, donc il faudrait bien se garder d'ouvrir une position de trading avec une vente au-dessus d'un support parce qu'on ne vend pas les supports, on les achète. En revanche, si on voit qu'on a de nouveau un petit rebond vers 80 et puis que de nouveau on baisse au-dessus de 78, alors là c'est sûr, on cassera le support et on filera direct vers 74, qui est cette zone de support intermédiaire de février, et puis beaucoup plus bas. Donc, bien que Ingenico soit dans une tendance plate depuis le mois de mars, je perçois l'apparition d'un réel risque baissier qui n'est pas encore manifeste, mais qui pourrait tout à fait être visible dans les prochains jours. Si ce risque se manifestait par la rupture du support, alors on pourrait aller assez rapidement beaucoup plus bas, en l'occurrence vers 69. Donc attention sur Ingenico. Pour le moment, le signal n'est pas donné, mais je vois un vrai danger sur le titre. On passe à un prochain titre. Oui. Il y a Isabelle qui me dit, Laurent, s'il vous plaît, n'oubliez pas Sanofi. Bah Est-ce qu'elle écoutez, nous a posé la question et le sommaire, cette action, on l'a fait tout de suite ou dans 5 minutes? on va la faire tout de suite. Alors, Sanofi, il y a Isabelle donc, qui est intéressée par le cours, mais elle n'est pas seule. Il y a également Hubert qui nous a interrogé sur le titre et Yvonique qui se posait aussi pas mal de questions. Et effectivement, on a Sanofi qui est pas très jolie, avec, vous le voyez, une pression vendeuse qui s'exerce depuis le mois de mai. Alors, on va déjà regarder ce que fait le titre à moyen terme. Vous le voyez, on a eu une tendance haussière qui a démarré en 2009, dont le point d'origine était à 27 euros. On est monté jusqu'à 92 euros. Et puis là, on a manifestement une interruption de toute cette tendance haussière. Alors, on n'est pas en tendance baissière parce que à long terme, le niveau qui invalide la dynamique démarrée en 2009, il est ici. Hein, il est très très bas et très très loin puisqu'on est à 78 et qu'il est à 62. Donc si on considère toute cette hausse depuis 2009, eh bien le niveau qui l'invalide, cette hausse, il est encore très loin. Ça c'est du long terme. D'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, on pourrait tout à fait identifier, et ça c'est pas de très bon augure, identifier toute cette consolidation comme une figure en tête-épaule tourmentée. Alors qu'est-ce que c'est une tête-épaule tourmentée? Ben, c'est une tête-épaule qui ne respecte pas la morphologie on lui associe traditionnellement, c'est-à-dire une belle épaule gauche, une belle tête, une épaule droite. Là, regardez, c'est un petit peu Quasimodo. Hein. La tête-épaule de Sanofi, c'est un petit peu le Quasimodo des têtes-épaules. On a une épaule droite qui est double. On a une tête en forme de tête-épaule. On a une épaule gauche super compliquée avec une première conso, une impulsion. On vient presque retester la tête et puis on baisse, on casse le niveau de support. Bon, bref, c'est super compliqué sur Sanofi. Alors, quand c'est super compliqué, il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut simplement en déduire qu'on est en consolidation. Quand on est en consolidation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est en présence d'un marché dont le rapport de force entre acheteurs et vendeurs est quasiment à l'équilibre. Quand vous êtes sur un marché qui est haussier, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un net déséquilibre en faveur des acheteurs. Okay, quand vous êtes sur un marché qui consolide, ça veut dire qu'il se repasse un petit peu la patate chaude et qu'il n'y a aucun des deux camps qui arrive à prendre de manière significative et durable le contrôle des échanges. Et donc, je vous mets du Sanofi en 30 ans hebdomadaire pour que vous voyez que finalement, eh bien, tant qu'on était dans cette dynamique, c'est-à-dire jusqu'à juin 2015, eh bien, c'était une tendance
qui était très bien construite, belle structure haussière, et qu'à partir du moment où on a cassé ce niveau de support et qu'on est allé rejoindre cette zone de support à 62, eh bien, on est sur un marché qui est haussier. Alors, c'est moi qui labellise les choses de cette manière. Je dis qu'on est dans un marché haussier neutre. Haussier parce que on est toujours au-dessus de la zone d'invalidation. Neutre parce que on voit bien qu'il n'y a plus aucun momentum de long terme qui permet, pour le moment en tout cas, de dépasser le sommet à 93 euros. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on va retourner à court terme pour voir ensemble que depuis le mois de mai, on est sur une tendance qui est baissière. Regardez, première séquence baissière qui va de mai à août. Ensuite, on a une phase de correction intermédiaire qui n'arrive pas à dépasser le dernier sommet dans la baisse. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être capable d'identifier les sommets et les creux qui comptent dans une tendance. Là, en l'occurrence, le sommet de contre-tendance qui est le dernier avant le dernier creux, c'est 86,29 et on voit bien que la réaction haussière n'a pas été en mesure de dépasser ce niveau. À partir de là, on a consolidé, on est reparti à la baisse et donc sur Sanofi, on est sur un titre qui est d'autant plus dont la structure, excusez-moi, est d'autant plus négative qu'on avait une zone de support ici à court terme qui était à 80 euros. Vous voyez, après ce rebond, on a consolidé pendant tout août et mi-septembre au-dessus de 80. Et quand on est reparti à la baisse, on s'est arrêté sur ce niveau et on a ouvert un gap baissier sur ce niveau de support. Comment ça s'appelle un gap qui saute au-dessus d'une résistance ou au-dessous d'un support? C'est un breakaway gap. Et dans la famille des gaps, les breakaway gaps sont ceux qui sont comblés le plus difficilement, ou en tout cas qui mettent le plus de temps à être comblés. Autrement dit, je ne m'attends pas, d'autant plus que nous sommes déjà dans une tendance baissière qui a commencé il y a plusieurs mois, je ne m'attends pas à ce que ce gap soit comblé et par conséquent, vu la bougie d'aujourd'hui, on est en pleine reprise de cette tendance baissière démarrée en mai et qui vient de reprendre à plus courte échéance début octobre. Alors, cette tendance baissière maintenant va rencontrer un obstacle à 76 euros, 77 euros. Vous voyez, c'est cette zone ici de support qui a été une zone de résistance et qui devient donc une nouvelle zone de support. J'ai tracé un double trait pour vous montrer qu'entre 76 et 77, on devrait avoir une réaction. Mais a priori, compte tenu que je suis témoin d'un ADX qui est en pleine accélération haussière et d'un RSI qui par ailleurs est en zone de survente, eh bien j'ai toutes les caractéristiques techniques d'un marché baissier, d'un bear market qui est en train de se mettre en place. Si on rajoute à ça la séquence directionnelle baissière de creux et de sommet descendant avec par ailleurs un gap breakaway qui a été ouvert et qui renvoie maintenant les cours vers le bas, alors la rupture de cette zone de support pourtant importante sur Sanofi pourrait céder à la pression vendeuse et par conséquent un scénario avec un retour sur les 71 euros n'est pas fantaisiste et c'est a priori, compte tenu de la structure actuelle, ce sur quoi je table pour le moment. Il faudrait qu'il y ait un rebond sur la zone de support, mais attention, suivi d'une fermeture du gap dans un deuxième temps et d'un niveau de prix qui aille au-dessus de 83,35 €, ça en fait du boulot pour les acheteurs, pour que cette dynamique baissière que je suis en train de vous décrire soit invalidée. Comme par ailleurs, nous sommes, je vous le rappelle, dans un contexte peut-être de démarrage de consolidation sur le CAC 40, et si vous mettez en perspective Sanofi et le CAC, Sanofi est très faible par rapport au CAC 40. Donc, si le CAC consolide à plat ou baisse, je ne vois pas comment Sanofi pourrait monter, d'autant plus qu'il a déjà commencé de baisser il y a un certain temps. Donc, pour conclure, beaucoup de faiblesse sur le titre, et ça sera la cerise sur le gâteau, titre qui par ailleurs fait partie d'un secteur, celui de la santé, qui est faible, et par conséquent, on a tous les éléments
qui nous pointe pour le moment une direction vers le sud avec un premier milestone à 76 et un deuxième à 71. Voilà, Falco, Hubert, Yvonique et Isabelle, ce qu'on pouvait dire ce soir sur Sanofi. Allez, on enclenche vite parce qu'il nous reste d'autres titres. Il nous reste absolument. Soggen, Société Générale. C'est Michel qui nous pose la question à court et moyen terme. Comment on comprend ce qui est en train de se passer sur Société Générale? Alors déjà, on va se mettre sur du moyen terme. Et vous voyez que Société Générale est en phase. C'est une grosse consolidation puisque on est toujours sous. Alors, on a dépassé cette zone de résistance à 44 euros. On a dépassé cette zone depuis le mois de mai. Et malheureusement pour la banque, il semble que nous soyons en train d'assister à la réintégration de la très grosse zone de consolidation. Alors, je vous ai mis en logarithme, en échelle logarithmique, pour que vous puissiez mieux voir la hausse. Je vais l'enlever maintenant. Donc, vous voyez, il y avait cette très grosse base sur Soggen et on est en train de réintégrer. C'est pas bon, hein, parce que si on réintègre cette zone, ça veut dire qu'on peut retourner sur 40, voire plus bas. Alors, bon, on va voir, on verra plus tard si effectivement c'est le scénario qu'on préfère. En tout cas, à moyen terme et long terme, sur Société Générale, Michel, on est sur un titre qui donne pas très envie d'être acheté. Pourquoi? Parce que quand on est sorti de la zone de consolidation, on n'a pas accéléré derrière. Quand on voit une zone quand on voit un trading range pareil et qu'on voit une expulsion de ce range avec un gap haussier, qu'est-ce qu'on a envie de voir? On a envie de voir une pression acheteuse qui étouffe littéralement les vendeurs. Et bien là, pas du tout. On voit au contraire que c'est vrai, on est sorti du range, mais on ne constate absolument pas d'accélération du titre à la hausse et une résistance immédiate à 50 euros. Cette résistance, elle a été testée 3 fois et la 3e fois, ça a été le coup de grâce. C'est-à-dire qu'une fois, on a reflué assez modérément. La 2e fois, on s'est arrêté sur le support qui était l'ancien niveau de résistance et qui était la borne basse du gap haussier. J'espère que vous me suivez. Et là, pour le coup, on a fermé. Et ça, c'est très mauvais pour moi. Regardez, Michel. Ce gap haussier-là, qui était en théorie un breakaway gap, eh bien, c'est un breakaway gap qui n'a pas fonctionné et qui n'a pas déclenché ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire une forte pression haussière acheteuse. Et là, pour le coup, on a comblé ce gap haussier et Société Générale nous montre qu'elle est prête à retourner à l'intérieur de cette zone de consolidation. Autrement dit, je perçois sur cette banque un risque baissier important. Ça ne veut pas dire que ce risque va se concrétiser, mais ça veut dire que d'un point de vue technique, nous assistons à une absence de flux acheteur qui met la progression positive en danger. Alors on va passer sur du court terme. Donc vous voyez, vous retrouvez ici ce gap haussier dont je viens de vous parler. On a fait un gap baissier sur Société Générale. Pour le coup, ce gap baissier n'avait pas enfoncé la zone de support. Donc ce n'était pas vraiment un breakaway gap. Malgré tout, le lendemain, on a eu une très grande bougie noire. Et là, on n'a aucun désir d'achat qui se manifeste pour le coup sur le titre. Autrement dit, on est sur une tendance plate depuis le mois d'avril et on assiste avec l'ouverture de ce gap, cette moyenne mobile à 10 périodes qui est très baissière et ces bougies qui montrent un réel désintérêt de la part des acheteurs, à un risque potentiel de voir le titre retourner sur la borne basse, c'est-à-dire celle qui a initié l'accélération haussière et la sortie du range de long terme, à savoir 40,75 €. Un retour sur 40,75 € n'est pas à exclure sur le titre. Alors, quand on regarde les indicateurs techniques, on a un RSI qui est négatif. C'est un RSI de marché baissier. Pourquoi? Parce qu'il a des bornes qui se situent à
même pas 60, 57, c'est très faible, et à la baisse, 20. Autrement dit, quand on est entre 20 et 60, on est clairement sur un bear market. Par ailleurs, c'est très mauvais. On a ici un ADX qui est en train de littéralement tout arracher et partir vers le haut. Il est déjà à 32 avec un DI- qui est très très haut, qui est un petit peu suracheté. Donc on pourrait tout à fait avoir une consolidation latérale qui pourrait par exemple prendre la forme d'un drapeau, ce qui permettrait au DI- de se dégonfler un peu avant une reprise baissière. Donc Société Générale, on a un vrai risque qui se présente sur le titre. L'invalidation à court terme, c'est-à-dire l'invalidation de cette lecture baissière, eh bien, il faudrait combler le gap baissier, il faudrait passer au-dessus de la moyenne mobile à 10 périodes, il faudrait retourner au-dessus des 49,30 €. Là encore, il y a vraiment du boulot et vu ce qui est en train de se passer, je vois mal les acheteurs sur les niveaux actuels décider de repartir à la hausse. Moi, si on me posait la question, est-ce que tu as envie de payer Société Générale sur ces niveaux, je dirais pas du tout. J'ai peut-être envie de payer Société Générale, mais beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que le risque est beaucoup trop important. C'est-à-dire que si je paye ici à 44, eh bien, le risque, le stop loss, il est à 40,75. Autrement dit, il n'y a aucun intérêt à rentrer long sur le titre. Puisque je vous dis ça, tout le monde se dit ça. Donc, si tout le monde se dit ça, c'est-à-dire que personne ne va acheter. Si personne n'achète, c'est une espèce de prophétie qui s'auto-réalise. On va avoir vraisemblablement, d'autant plus, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, on est sur un marché qui par ailleurs est potentiellement en train de corriger, on a donc un vrai risque de retourner sur 40,75 €. Voilà Michel, donc à moyen terme sur Société Générale, moi je vois pas d'intérêt parce qu'on a une très grosse phase de consolidation latérale qui est en train d'être réintégrée. Et puis à court terme, on a un gap baissier et une sortie baissière de ce trading range. Donc peut-être envisager un achat sur 40,75, pourquoi pas, mais en tout cas, dans l'immédiat, je ne vois pas d'opération d'achat qui soit justifiée. On va enclencher avec Alexandre qui nous a interrogé sur TF1. Alors Alexandre, il est un petit peu perdu avec TF1 et je le comprends parce que la lecture est un petit peu compliquée. C'est un titre qui hésite beaucoup et qui, vous le voyez, est en train de réintégrer une zone de consolidation préalable. Alors, on va regarder rapidement ce que fait TF1 à moyen terme. Vous le voyez, on est sur un titre qui est dans une tendance haussière à moyen terme. C'est-à-dire que si vous avez du TF1 en fonds de portefeuille et que vous avez payé le titre dans les années 2015-2016, c'est-à-dire dans toute cette zone, eh bien le niveau qui invalide cette structure haussière, il est beaucoup plus bas, il est à 11 €. Donc première conclusion, TF1 moyen terme, c'est du haussier et ça le sera tant qu'on sera au-dessus de 11 €. À court terme, c'est beaucoup plus compliqué. À court terme, regardez, on a eu une sortie haussière qui s'est faite le 6 octobre et en fait, c'était un piège. Alors Alexandre, ce qu'il a fait, il a bien fait les choses, Alexandre, puisqu'il m'explique dans son email qu'il a payé le repli et il avait raison. Il a payé le repli parce qu'il y avait une zone de polarité, parce qu'il y avait une moyenne mobile à 10 périodes et que c'était tout à fait justifié de payer le repli. La seule chose qui aurait pu me faire hésiter à payer TF1, et c'est vraiment au conditionnel, parce que c'est peut-être que j'aurais pu faire le même trade. La seule chose qui aurait pu me faire hésiter à payer TF1, c'est le fait que la valeur fait partie d'un secteur qui est très faible, et c'est le secteur des médias. Or, dans mon approche, dans ma méthodologie d'investissement, je commence toujours par une lecture technique des secteurs. C'est toujours par là que je commence. Puisque je dois si j'ai le désir plutôt de risquer de l'argent en étant acheteur sur le marché, autant sélectionner des valeurs qui appartiennent à des secteurs qui surperforment. Or, ce n'était pas du tout le cas du secteur des médias qui est faible. Donc, quitte à allouer de l'argent à une valeur, autant le faire
sur un média beaucoup plus fort. Je pense aux automobiles, enfin au secteur automobile, à la technologie, aux utilities, aux ressources de base, au pétrole, et j'en oublie. Donc il y a des secteurs qui sont forts actuellement, mais le secteur des médias n'en fait manifestement pas partie. Alors à court terme, pour conclure sur TF1, Alexandre, on a réintégré sur excès haussier le trading range précédent, c'est pas bon. On a testé, on assiste au test du premier support à 12 euros. Vous voyez que pour le moment, ce support ne déclenche pas beaucoup d'achats puisque on voit que ça fait 5 jours qu'on stationne pas très loin de la zone de support et qu'on n'a absolument pas réussi à refranchir à la hausse le niveau de résistance. Donc on est plutôt, à mes yeux, dans une lecture baissière. C'est cette lecture qu'il faut favoriser. Et tant qu'on ne repasse pas au-dessus de 12,64, eh bien c'est plutôt cette lecture que je vais privilégier avec peut-être une rupture de 12 euros. Alors je vous dis peut-être parce que sur TF1, j'ai pas beaucoup de conviction. Pourquoi? Parce que typiquement, c'est de la consolidation et que quand on est, regardez, on a les deux moyennes mobiles qui croisent, une longue qui est toujours orientée à la hausse, une courte qui est baissière. On a un ADX qui est en hausse, mais avec un DI- qui est en baisse. C'est un petit peu compliqué. Donc, c'est de la conso. Quand on assiste à un marché qui est en consolidation, il vaut mieux ne rien faire. Pourquoi? Parce que vous êtes en présence d'un marché dont les deux camps sont de force égale. Autrement dit, vous avez une chance sur deux de vous faire découper. Autant essayer d'aller sur des marchés qui sont en tendance. Vous pouvez tout à fait traiter des marchés baissiers, soit à l'aide des produits dérivés, soit à l'aide des ETF inversés. Il y a plein de façons de profiter d'une tendance baissière, mais il vaut mieux essayer de profiter d'une tendance baissière que de profiter d'une consolidation, d'autant plus que celle-ci n'est pas très propre, puisque vous le voyez, on ne sait pas trop ce que le titre a envie de faire. Si on était de retour sur les 11 euros, je vous dirais, on peut tenter notre chance et payer le support. Mais on n'est pas du tout dans ce cas de figure, donc on met de côté TF1. Vous n'avez pas fait d'erreur, Alexandre, dans votre opération. Vous avez payé un repli, vous avez bien fait. Il n'y avait pas tellement d'éléments qui nous montraient que ça allait tourner comme ça au vinaigre. La seule chose que je peux vous recommander, d'ailleurs pas qu'à Alexandre, mais à tous, essayez d'avoir des plateformes qui vous donnent des indications sur les secteurs, les 18 secteurs du Stoxx 600, parce que ça paye d'être long sur les secteurs qui sont forts et de vendre les valeurs qui sont faibles dans les secteurs qui sont faibles. Vous mettez de facto les probabilités de votre côté plutôt que de payer des secteurs faibles ou de vendre des secteurs forts. Voilà. Alors, dernier titre, très très vite, si on a encore une seconde, c'est Engie. Alors, c'est François qui nous pose la question. Alors, Engie, regardez, on est sur un titre qui, depuis février de cette année, est dans une tendance haussière. Alors, pour le coup, Engie, c'est ex-GDF Suez, c'est donc un secteur dédié aux collectivités. Le secteur des utilities est plutôt fort en ce moment et surperforme. Et on a donc logiquement Engie qui est elle aussi en phase de surperformance avec une très belle progression haussière. Quand on se met à court terme, on voit qu'on est sorti de ce range au mois de septembre. L'extraction, l'expulsion de ce range avec cette résistance devenue support a été validée avec cette espèce d'aplatissement des cours sur la moyenne mobile à 40 périodes et sur la zone de polarité résistance devenue support. On repart maintenant à la hausse. Attention, pour ceux qui connaissent un petit peu les bougies, on est en présence d'une espèce de shooting star. Alors pour qu'elle soit parfaite, elle n'aurait pas dû avoir de mèche basse, mais dans l'esprit, on voit bien la très belle progression en séance des cours et l'incapacité des opérateurs à maintenir les cours près de la zone de résistance. Au contraire, beaucoup d'offres qui rentrent sur le marché et un marché donc qui clôture ce soir au plus près du cours d'ouverture et dans le bas du range intraday. Tout ça, c'est pas bon, d'autant plus que on est sur une zone de résistance de 2015. Autrement dit, quand on a une shooting star qui apparaît
en haut de tendance, eh bien la première cible qu'on peut avoir pour cette shooting star, c'est le retour vers le début du mouvement, autrement dit à 14,25 €. Alors bien sûr, ça peut s'arrêter avant, ça peut s'arrêter à 14,50, mais en tout cas, on peut avoir une pression vendeuse maintenant qui s'exerce, pression vendeuse qui s'exerce dans le cadre d'une correction, d'une tendance haussière sur NJ. Si on retournait vers 14,25 et qu'on avait un petit retour des acheteurs sur ce niveau, eh bien on pourrait ouvrir une position longue. Alors elle n'est pas très rapide, NJ, hein. C'est un veau, comme on dit. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de momentum, mais enfin bon, c'est une structure qui est haussière. Le niveau d'invalidation à court terme, le vrai niveau qui invalide cette tendance, c'est 13,80. À moyen terme, c'est 12,70. Voilà Falco et chers auditeurs, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur les titres qui vous intéressaient. Alors on a un petit peu dépassé Falco. Tout petit peu. Du coup, les livres, on le fait ou on le fait pas? Non, non, Oui, si, va si, très très quand vite. même. Oui, C'est bah jamais. attendez. Si, alors Il y a attendez, trop de bonnes questions, en fait, hein. est-ce que mon livre, je vais le faire? Eh bien non, parce que en fait, mon PowerPoint. Alors attends, Il est où? je vais le reprendre. Je vous demande une seconde. Voilà, je suis en train de réouvrir mon PowerPoint une seconde. Voilà. Alors, ça vaut le coup quand même de parler du livre Falco parce que la vraie autonomie se fait par l'instruction. Autrement dit, il faut que vous ayez le bagage théorique nécessaire pour que vous puissiez prendre par vous-même vos décisions. Alors après, il y aura différents intervenants, plus ou moins éclairés, plus ou moins compétents, qui vous donneront leur lecture. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez vous forger une opinion par vous-même. Et pour pouvoir le faire, il faut que vous fournissiez un travail personnel de manière à ne pas croire obligatoirement ce que les autres vont vous dire. Alors, c'est dans cette démarche qui est à la fois donc une démarche pédagogique et une démarche pour que vous puissiez voler de vos propres ailes et surtout que vous puissiez réfléchir et faire le tri dans les arguments que vous pourrez entendre à droite et à gauche, que j'ai décidé avec Falco, eh bien, de vous montrer chaque semaine un livre qui est une référence en fait dans l'analyse technique. Alors le premier, alors c'est pas forcément le plus important, mais il y en a quelques-uns qui figurent dans le peloton de tête. C'est l'ouvrage de John Murphy. Alors John Murphy, c'est un analyste technique, c'est un petit peu le parrain de l'analyse technique aux États-Unis. C'est un vieux monsieur maintenant, il doit avoir facilement 70 ans. Il continue de produire des analyses qui sont toujours aussi pertinentes, que vous pouvez trouver sur le site web stockcharts.com. C'est un site payant, qui n'est pas très cher mais qui est payant, pour pouvoir avoir accès donc aux analyses de John Murphy. Et c'est donc quelqu'un qui a écrit beaucoup d'ouvrages et en l'occurrence l'analyse technique des marchés financiers. Alors pourquoi ce livre est important? Eh bien parce que c'est un petit peu la porte d'entrée vers l'analyse technique. C'est-à-dire que John Murphy va parler des points et figures, va parler des bougies, va parler de la théorie d'Elliott, va parler de la négociation des contrats futurs. Il va vraiment aborder tous les sujets qui sont essentiels pour essayer de comprendre comment fonctionnent les marchés d'un point de vue technique. Et c'est donc la raison pour laquelle je vous recommande chaudement la lecture de cet ouvrage. Alors, il existe bien évidemment en français, enfin, bien évidemment, après tout, non, c'est pas évident. Il existe en français, c'est les éditions Valeur qui éditent le livre. Vous pouvez également l'acheter en anglais. Moi, je l'ai lu en anglais. Vous pouvez donc vous le procurer. Et voilà, s'il y a un livre qu'il faut acheter en analyse technique, c'est peut-être celui-là. Parce que John Murphy est un excellent pédagogue, il a toujours le souci et le souhait de simplifier les choses au maximum et ça va vraiment vous permettre de dégrossir, de débroussailler un petit peu les choses et c'est un excellent point d'entrée pour tous ceux qui sont intéressés par cette discipline, l'analyse technique des marchés financiers.
Voilà, Falco et chers auditeurs, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Falco, est-ce que tu as des questions? Non, il n'y a pas de question. En fait, il me reste juste encore, comme d'habitude, à vous dire tous merci d'avoir été avec nous. Il y a encore des réponses et des mots très, très chaleureux à Laurent. Donc, merci Laurent. Vos Merci. explications sont clarissimes et pédagogiques. Merci pour vos superbes démonstrations. C'est un livre de chevet. Là, Absolument. toujours surprenant pour moi. Merci à vous. Bon week-end. Bon, c'est ce qu'on peut dire aussi à vous. Merci à vous tous. Bon week-end et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Laurent, pour toutes Merci, tes Falco. explications et d'analyse. Aujourd'hui, on est heureux de vous retrouver mardi prochain pour 100% marché et jeudi pour notre prochain webinaire revue technique des marchés avec Laurent Huby et BNP Paribas. Excellente soirée à vous. À bientôt. Merci, bonne soirée à tous. À bientôt.